Alors donc on va parler de la thérapeutique. Pour le traitement, il faut bien différencier, Joël l'a dit, les deux types d'insuffisance cardiaque. Fraction d'éjection altérée, fraction d'éjection préservée. Donc là, je vous ai mis les dernières recommandations de la HAS. Fraction d'éjection altérée, définition. Alors Joël a dit 45, il y a d'autres gens qui disent 50. Grosso modo, on peut garder 45 plus ou moins 5, comme ça tout le monde est content. Donc en dessous de 50, en tout cas, c'est fraction d'éjection altérée. Quel traitement systématique? Vous voyez, c'est marqué systématique. C'est IEC bêta-bloquant. Dans le traitement chronique de l'insuffisance cardiaque, fraction d'éjection inférieure à 50%, vous devez regarder sur votre ordonnance, il doit y avoir un IEC, un bêta-bloquant. Sinon, il y a une perte de chance pour le patient, on verra. Il y a vraiment un bénéfice de l'IEC qui diminue la mortalité, du bêta-bloquant qui diminue la mortalité, et les deux améliorent la qualité de vie. Systématique, c'est ces deux-là. Troisième systématique, c'est vaccin. Le vaccin anti-grippe, anti-pneumocoque, de façon systématique. Ensuite, il y a les traitements symptomatiques. Le patient est essoufflé, prend du poids, fait un œdème pulmonaire. Et là, c'est les diurétiques. Diurétiques, s'il y a des signes congestifs, et Joël l'a bien dit, c'est vrai que ça fait partie de la surveillance, c'est pas la peine d'attendre l'OAP. Le patient il commence à prendre un peu d'œdème, commence à être un peu essoufflé, il a des crépitants qu'il n'y avait pas auparavant. Vous majorez le diurétique, il avait 40, on passe à 80 pendant 3-4 jours, histoire de traiter la congestion. Ensuite, il y a deux médicaments qu'on peut rajouter si on a moins de 80 ans. Donc pour nous, vous allez voir que c'est des médicaments qu'il faut, là vraiment, il faut avoir l'avis du cardiologue. Autant IEC, bêta-bloquant, diurétique, vous devez le faire sans même l'avis du cardiologue. Rajouter l'anti-LDO, on va voir qu'il y a des dangers chez les personnes âgées. La digoxine, on en a parlé avec Philippe Chassagne tout à l'heure, il y a aussi des dangers. Alors que ça, par contre, c'est systématiquement, le cardiologue va le donner systématiquement aux plus jeunes. Mais justement, là, c'est l'intérêt du gériatre. Si jamais même le cardiologue a mis ces médicaments, faire attention parce que ces médicaments chez les gens âgés peuvent être plus dangereux. Et puis, traitement des causes, on l'a dit tout à l'heure, très fréquemment, soit il y a une anémie, il y a une infection. Souvent, vous avez la décompensation cardio-respiratoire, il fait l'OAP sur une pneumopathie. Il y a aussi le passage en fibrillation atriale. Alors les IEC, il n'y a pas de doute, il y a toute une littérature. L'IEC, ça diminue la mortalité, vous voyez, d'à peu près 30%, quel que soit l'âge, ça a été démontré. Donc c'est une perte de chance de ne pas donner d'IEC au patient âgé qui a fait une insuffisance cardiaque à fraction d'éjection altérée. Donner un bêta-bloquant, ça a été démontré aussi. Chez des patients âgés, études seniors, ça diminue la mortalité, les hospitalisations du côté du bêta-bloquant en dessous, de façon significative, donc c'est une perte de chance de ne pas donner de bêta-bloquant. Par contre, les doses. Souvent, les cardiologues, chez les patients plus jeunes, vont essayer d'augmenter, de mettre la dose maximale. En gériatrie, chez les patients les plus âgés, vous voyez que la toute petite dose, si par exemple je prends le Nebivolol qui a été le plus évalué comme bêta-bloquant chez les gens âgés, si vous donnez 1,25, 2,5, vous voyez que là, l'effet est probablement 1,25, en tout cas, c'est pas beaucoup, c'est presque du placebo. 2,5 de témérite, c'est plus. Et vous voyez que 5 mg, c'est probablement le mieux. C'est pas la peine d'arriver aux 10 mg. On a à peu près le même effet. 10 mg, c'est plus pour les plus jeunes. Les plus jeunes doivent arriver aux doses maximales. Les plus âgés, je pense que se fixer 2,5 ou 5 mg, ce sont les bonnes doses. C'est la même chose pour les IEC. Si vous utilisez, par exemple, le Triatec, 1,25 c'est pas assez, 2,5 c'est limite, 5 c'est très bien, 10 c'est probablement pour les plus jeunes, mais pas tellement pour les plus âgés, sauf s'ils restent symptomatiques. Autre médicament qu'on peut donner, c'est l'ivabradine. L'ivabradine, c'est un médicament qui ralentit. On a le best pour ralentir, c'est le bêta-bloquant, mais des fois le bêta-bloquant ne suffit pas, ou le bêta-bloquant entraîne des hypotensions, et on est gêné parce qu'on ne peut pas augmenter le bêta-bloquant. L'ivabradine va ralentir sans baisser la pression artérielle. D'où l'intérêt, l'ivabradine a aussi été évalué chez des gens de plus de 75 ans avec une diminution de la mortalité cardiovasculaire.
Seul bémol de l'ivabradine, c'est que ça ne marche pas quand le patient est en fibrillation atriale, puisque les canaux, c'est un bloqueur des canaux IF. Les canaux IF se situent au niveau du nez sinusal et il faut qu'on soit en rythme sinusal pour avoir une efficacité de ce médicament. Donc, pour ralentir, l'ivabradine, si on est en rythme sinusal. Les anti-aldostérones donc, bloquent le système rénine, mais on a déjà mis un IEC, donc on a déjà un bloqueur. Si on rajoute un anti-aldo, on va avoir 2 bloqueurs du système rénine-angiotensine. Quand on est jeune, ça se passe bien. Quand on est âgé, si on a 2 bloqueurs du système rénine-angiotensine et qu'on rajoute soit, on l'a vu avec l'exemple de Philippe tout à l'heure, un AINS, ça ne va pas être bon. Soit il fait chaud, on est déshydraté, ça va très mal se passer parce que les patients sont très fragiles et vont vite passer à l'insuffisance rénale, l'hyperkaliémie et la mort. Il y a eu des études qui ont évalué les anti-aldo chez des gens d'à peu près 60 ans. Cette étude, c'était l'étude RALS, publiée, vous voyez, en 1999. Alors, de façon intéressante, ils ont regardé en Ontario, sur près d'1,5 million de patients, qu'est-ce qui s'est passé depuis qu'on a prescrit ce médicament. On avait dit qu'il faut prescrire à tout le monde, on n'avait pas vraiment fait attention, on avait dit, dans l'étude ça marche, on le donne. En Ontario, la moyenne des gens, elle était plus âgée. Dans l'étude RALS, les gens avaient 65 ans, là, les gens sont plus âgés. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une augmentation de la mortalité par hyperkaliémie. Parce qu'en fait, quand on donne à quelqu'un de 65 ans, il ne va pas faire l'hyperkaliémie IEC plus anti-aldo. Si par contre vous donnez IEC anti-aldo à quelqu'un de 80 ans, il va se déshydrater, et là il fera l'hyperkaliémie. Et donc il y a eu une alerte disant il faut faire attention, c'est chez les jeunes tout à fait, chez les patients âgés, il faut vraiment un avis cardiologique, et puis si on le donne, il faut faire comme les INR, tous les 15 jours, il faut faire une kaliémie pour être sûr que vous n'avez pas d'hyperkaliémie. Donc quand vous mettez quelqu'un d'âgé sous aldactone, il faut vraiment avoir eu l'avis du cardiologue et il faut surveiller la fonction rénale. Il y a un deuxième anti-aldo qui a été évalué qui s'appelle l'éplérénone. Vous voyez, quand on regarde le nombre de patients, il n'a que 330 de plus de 75. Donc vous voyez que le nombre de plus de 80, il doit pas en avoir beaucoup. Donc ça n'a pas été suffisamment évalué chez des gens très âgés, alors qu'on sait que par contre il y a un risque d'hyperkaliémie. Digoxine, on en a parlé tout à l'heure. Donc là, méta-analyse récente du mois de mai de 2015. Les données sur la digoxine, soit dans les études AF, c'est la fibrillation atriale, soit CHF, c'est l'insuffisance cardiaque. Toutes ces études, quand on regarde digoxine par rapport à pas de digoxine, vous avez dans la fibrillation atriale une augmentation de 29% de quoi? De la mortalité. C'est quand même pas terrible, un médicament qui augmente la mortalité en cas de FA. C'est pour ça que en FA, si vous voulez ralentir, c'est le bêta-bloquant. Le bêta-bloquant, lui, diminue la mortalité de 30%. La digoxine augmente de 30% la mortalité. En cas d'insuffisance cardiaque, pareil, augmentation de 14% de la mortalité. Donc c'est pareil, quand on veut ralentir, c'est le bêta-bloquant et l'ivabradine s'il est en sinusal. Le seul cas, c'est quand je ne peux pas augmenter la dose maximale de bêta-bloquant, qui bat toujours à 150. Là, je serais peut-être obligé de mettre de la digoxine. Mais très rarement. Et donc globalement, vous voyez que dans cette méta-analyse, quand même, si je mets de la digoxine, j'augmente de 21% la mortalité par rapport à si j'ai mis un bêta-bloquant ou pas de digoxine. Digoxine, en plus, élimination rénale chez nos patients âgés. Il y a peut-être eu un de vos patients qui est mort dans la nuit, on ne sait pas trop de quoi il est mort, il était sous digoxine, il a fait une insuffisance rénale, il a fait un surdosage et il a fait un trouble du rythme ventriculaire. Donc, traitement insuffisance cardiaque FE altérée, c'est bien clair, IEC, bêta-bloquant, le diurétique de temps en temps, le vaccin, et on fait attention à éventuellement l'ivabradine. Et on fait très attention à anti-aldo et digoxine. FE préservé, alors le traitement, vous voyez, c'est le vaccin. Donc ça, c'est pas mal, c'est pas spécialement cardiologique. Ensuite, FE préservé, c'est un traitement symptomatique, c'est les diurétiques, pareil, sur une courte période. Et ça, c'est important. Dans l'insuffisance cardiaque à FE altérée, souvent, vous avez mis du Lasix et des fois, vous gardez quand même une petite dose de fond de Lasix, 20 mg, 40 mg, parce que les gens, ils refont assez fréquemment des œdèmes, et donc on est obligé de laisser une petite dose. La FE préservée, normalement, il y a un facteur déclenchant aigu, et souvent, en tout cas, ce qui est recommandé, c'est d'essayer vraiment d'arrêter le diurétique, d'arrêter le Lasix, et de ne pas le laisser au long cours. Donc vous voyez, c'est important d'avoir la différence entre les deux. Préservé, je vais laisser un petit peu de Lasix au long cours, 20 ou 40. Préservé, je ne mets pas le Lasix que pendant l'OAP, et après, j'arrête. Et donc sur des courtes périodes.
Après le traitement de fond, vous voyez, tout à l'heure, je vous avais dit IEC bêta-bloquant, il n'y avait pas de doute. Là, le traitement de fond, c'est les traitements des maladies causales de ce type d'insuffisance cardiaque à FE préservé, c'est l'hypertension, la maladie coronaire, éventuellement valvulopathie, SIA. Donc en fait, on va avoir besoin d'un traitement antihypertenseur ou d'un traitement de la maladie coronaire. Alors, traitement de la maladie coronaire, ça tombe bien parce que c'est IEC bêta-bloquant, donc on retombe sur les mêmes que dans tout à l'heure. Traitement de l'hypertension, ça peut être les mêmes, IEC bêta-bloquant. La différence, c'est pour les diurétiques. Le diurétique qui marche dans l'hypertension, c'est des diurétiques thiazidiques et pas le Lasix. Donc là, vous voyez que si on a besoin d'un diurétique au long cours FE préservé, on va utiliser un diurétique thiazidique. Tout à l'heure, dans la FE altérée, si j'ai besoin d'un diurétique au long cours, je vais utiliser le Lasix. Vous voyez l'intérêt d'avoir une écho. On n'a pas toujours une écho quand on travaille en gériatrie, mais il faut avoir l'écho parce que ça va vous orienter sur quel choix de diurétique vous allez maintenir au long cours. Donc les traitements, c'est les antihypertenseurs, donc des IEC, les ARA2, pourquoi pas, si les IEC sont mal tolérés, les bêta-bloquants, les diurétiques thiazidiques, éventuellement les antagonistes calciques, si tout ça n'a pas suffi, mais les antagonistes calciques de l'insuffisance cardiaque, il n'y a quand même jamais eu une seule étude qui a montré leur intérêt. Donc c'est ceux qu'on met vraiment en dernier, c'est seulement si l'hypertension reste difficile à contrôler malgré IEC bêta-bloquant diurétique. On sait que FE préservé, il faut ralentir la fréquence cardiaque, il faut préserver la diastole, puisque souvent c'est des anomalies du remplissage diastolique, et donc les bêta-bloquants retrouvent vraiment leur place encore plus, parce qu'il faut ralentir les patients. Donc FE préservé, il faut vraiment avant tout avoir un bêta-bloquant, et puis ensuite un traitement antihypertenseur. Traiter les causes, pareil. Digoxine, on n'en veut pas. Donc, FE préservé, vous voyez, le seul traitement qui a vraiment démontré son intérêt, c'est, je vous ai dit, traiter les causes, traiter l'hypertension. Ça a bien été montré dans l'étude IVET, coordonnée en France par Madame Forette. L'étude IVET, vous voyez que placebo, traitement actif, sur l'insuffisance cardiaque, le traitement de l'hypertension diminue de 64% le fait de faire une insuffisance cardiaque. Donc le meilleur traitement préventif, c'est traiter l'hypertension pour éviter les récidives en cas de FE préservé. Et l'objectif, pour l'instant, vous verrez tout à l'heure quand je ferai le topo sur l'hypertension, tout va changer avec le scoop que je vous annonce, mais pour l'instant, l'objectif reste une PAS inférieure à 150 mm de mercure. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On avait fait, avec la Société française de gériatrie, une enquête il y a 2 ans sur le traitement dans nos services de gériatrie de l'insuffisance cardiaque en fonction de préservé altéré. Ah oui, on n'est pas optimal. On n'est pas mauvais sur, on n'utilise pas de digoxine, on n'utilise pas d'anti-aldo. Donc ça, c'est bon, le message, il est bien passé, ces médicaments qu'on met chez les jeunes et pas chez les gens âgés. On n'est pas très bon quand même sur IEC, ARA2. Soit l'IEC, c'est pas les deux associés, c'est soit l'un, soit l'autre. Je vous ai montré que c'est le traitement de référence, et vous voyez qu'il n'y a que 50% des gens qui l'ont. Un peu plus dans la altérée que dans la préservée, ce qui est logique, mais on devrait être là à 70%. Tout le monde n'a pas une contre-indication rénale. C'est vraiment des insuffisances rénales très sévères. Et encore, on peut adapter. Il y a certains IEC qui n'ont même pas d'élimination rénale. Donc là, il y a probablement une perte de chance. Le bêta-bloquant, vous voyez que là aussi, on est à 50-60%. On devrait être pareil à 60-70%. Tout le monde n'est pas asthmatique. La grande contre-indication, c'est l'asthme. Même la BPCO n'est plus une contre-indication quand on a des bêta-bloquants cardiosélectifs. Donc vous voyez que là, il y a probablement un sous-traitement bêta-bloquant IEC. On reste très traitement symptomatique. On traite le symptôme. Le patient est essoufflé, je donne un diurétique. Puis après, je ne fais pas forcément le traitement de fond qui est IEC bêta-bloquant. Amusez-vous, là, quand vous allez retourner dans vos services, vous revoyez vos dossiers de patients, insuffisance cardiaque, vous vérifiez s'ils ont IEC bêta-bloquant, et vous allez voir que vous allez avoir pas mal de changements de prescription à faire parce qu'ils n'ont pas d'IEC bêta-bloquant et qu'ils n'ont pas une contre-indication à ces médicaments. Donc, on sous-traite nos patients, c'est des patients qu'on a souvent, donc vous ne pouvez pas se demander un avis cardiologique dans toutes les structures. Des fois, ça peut marcher, mais des fois, vous n'avez pas. En EHPAD, faire passer le cardiologue, je pense que ça ne doit pas être évident. Donc, c'est vraiment le gériatre qui doit décider il n'a pas d'IEC, je mets un IEC parce qu'il a une fraction d'éjection inférieure à 50%. Alors, des fois, on a peur des problèmes du rein, on pourra en discuter, mais une insuffisance rénale, ce n'est pas une contre-indication à un IEC. On met une petite dose et on tolère 30% d'augmentation de la créate. Si la créate augmente de moins de 30%, on surveille, et on peut, et sur le long terme, il y aura même un bénéfice pour le rein.
Si par contre vous avez une petite dose et que ça monte à plus de 50%, là, il faudra, là évidemment vous ne mettrez pas l'IEC, mais c'est rare d'avoir une augmentation de 50% de la créate. Alors des fois on a peur aussi de l'hypotension orthostatique, mais il faut donner des petites doses, surveiller et garder les bons médicaments. Des fois les patients ont un dérivé nitré qui ne sert strictement à rien, qui fait l'hypotension orthostatique, et non pas l'IEC qui lui par contre va diminuer sa mortalité et va diminuer le fait qu'il aille à l'hôpital. Alors, une des grandes nouveautés de l'année 2014, ça a été une étude sur un nouveau médicament d'insuffisance cardiaque. Un nouveau médicament qui va arriver et qui va là aussi probablement révolutionner la prise en charge. C'est les inhibiteurs de la néprilysine. Publié, vous voyez cette étude qui s'appelle l'étude Paradigme dans le New England au mois d'août 2014. Alors qu'est-ce que c'est que cette néprilysine ? C'est une enzyme qui est responsable de la dégradation des facteurs natriurétiques. Donc ça va, le fait d'inhiber la néprilysine, en fait vous allez, si on inhibe l'inhibiteur, ça va augmenter la natriurèse. Donc vous augmentez les facteurs natriurétiques. Et la natriurèse, c'est bon ça pour le traitement d'insuffisance cardiaque. Donc cet effet bénéfique va avoir un effet de vasodilatation, baisser la pression artérielle, diminuer l'action du système rénine-angiotensine. Donc tout ça, vous augmentez votre natriurèse. C'est un effet tout à fait bénéfique. Ce médicament qui s'appelle, vous voyez, le LCZ 696, qui est maintenant commercialisé aux États-Unis sous le nom de Entresto et qui va arriver très bientôt en France, bloque aussi le système rénine-angiotensine, un peu comme le valsartan. C'est un effet, donc vous avez un effet de l'ARA2 plus cet effet sur la néprilysine. Donc c'est un double effet bénéfique puisque vous diminuez ici la vasoconstriction et là vous augmentez la vasodilatation. Il y a eu une étude, donc cette étude Paradigme, elle a été très intéressante parce qu'elle a comparé le traitement de référence. Je vous dis le traitement de référence, c'est l'IEC. Donc ils ont comparé à l'IEC, l'énalapril, et ils ont mis le LCZ dans l'autre groupe. Donc deux bras où on compare chez des patients insuffisants cardiaques et là on est avec une FE altérée, inférieure à 40%. Le résultat est tout à fait spectaculaire. L'étude a été arrêtée prématurément. Vous voyez sur le critère principal, mortalité, hospitalisation, en faveur du LCZ, une réduction significative, très significative, de 20%. Donc par rapport à la référence, qui faisait déjà 30% de morts en moins et d'hospitalisation, vous avez quelque chose qui fait 20% de mieux que cette référence, que l'IEC. On regarde sur tous les critères, et cette étude, elle est hyper robuste parce qu'il n'y a aucun critère qui est discordant, tout va dans le bon sens, tout est des petits p inférieurs à 0,001, 20% sur la mortalité cardiovasculaire, moins 20% sur les réhospitalisations pour insuffisance cardiaque. Quand on regarde la mortalité toute cause, il n'y a pas eu beaucoup d'études qui sont sorties en mortalité toute cause, il n'y a même pas que le cardiovasculaire, c'est mortalité toute cause, toujours le petit p 0,0, et ça fait 16% de moins. Donc vous voyez, par rapport, pas un placebo, par rapport à un IEC, vous avez un bénéfice significatif. Toutes les sous-analyses, le LCZ est ici. Vous voyez que sur mortalité toute cause, je viens de vous le dire, mortalité cardiovasculaire significative 20%, mort subite 20% de moins. Grosso modo, il y a 20% de moins de tout. Hospitalisation, aggravation d'insuffisance cardiaque, 20% de moins, significatif aussi. Sur les hospitalisations, vous voyez que là encore, vous avez 20% de réduction hospitalisation pour insuffisance cardiaque et même les hospitalisations toute cause, réduction. Donc vous voyez, c'est vraiment un résultat qui est très spectaculaire parce que je vous rappelle, on n'est pas par rapport à un placebo, on est par rapport à un traitement de référence. Alors après, il y a eu des patients âgés. On a la sous-analyse, les plus de 60 ans, les plus de 75 ans. Vous voyez que quand on regarde le petit p d'interaction, il n'y a pas de différence. C'est-à-dire que le bénéfice, il est observé chez les moins de 75, chez les plus de 75. Donc là, ça nous intéresse, puisque sur les nombres de patients de plus de 75 ans, on a exactement le même bénéfice. 1600 patients de plus de 75 ans dans l'étude. La publication spécifique, elle vient d'être publiée là sur les plus de 75 ans. Et vous voyez, on a exactement le même résultat, que je sois là ou là. C'est toujours mieux du côté rouge, le LCZ par rapport à l'enalapril. Sur le critère principal, mortalité cardiovasculaire, hospitalisation, j'en ai moins. À chaque fois, il n'y a pas d'effet d'âge, ça marche quel que soit l'âge. Ça marche sur la mortalité cardiovasculaire de façon significative après 75 ans, sur les hospitalisations pour insuffisance cardiaque, et surtout sur la mortalité toute cause. Même chez les plus de 75 ans, vous voyez, vous avez, quel que soit l'âge, ce bénéfice.
Donc, c'est des résultats qui sont tout à fait impressionnants. Vous avez ces courbes, là, ils ont montré, vous voyez, de 20 à 100 ans. Il n'y en a pas beaucoup, il y en a, ça s'arrête là, il n'y en a pas à 100 ans. Si la courbe était de ce côté, c'est l'IEC qui serait mieux, vous voyez qu'elle n'est pas au-dessus. Et là, vous voyez que c'est toujours le LCZ qui est mieux pour les critères, toujours en dessous. Donc, on a un bénéfice, quel que soit l'âge, même chez les... Vous voyez, on arrive jusqu'à 80, ici, 85 ans. Pas d'interaction, pas d'effet de l'âge, c'était la conclusion de l'article. Il y a aussi des effets bénéfiques sur la qualité de vie. Ils ont évalué la qualité de vie. Et là encore, quel que soit l'âge, vous avez, à chaque fois, c'est mieux du côté LCZ, après 75 ans. Et vous voyez que de façon significative, vous avez le petit P, il y a une amélioration de la qualité de vie. Les gens sont moins essoufflés, donc ils ont une meilleure qualité de vie. Après, donc, il y a des résultats très spectaculaires. Quels sont les effets secondaires? Alors, en gériatrie, il y a un effet secondaire sur lequel il va falloir qu'on soit vigilant, c'est l'hypotension. Parce que ce médicament donne un petit peu plus d'hypotension, vous voyez, 14% par rapport à 9%. Par contre, ce ne sont pas des hospitalisations qui ont obligé d'arrêter l'étude, mais il y a eu des hypotensions, donc il faudra qu'on surveille chez nos patients âgés. On sait qu'il y a un bénéfice, il faudra vérifier qu'il n'y ait pas trop d'hypotension. En bleu, par contre, c'est les effets bénéfiques. D'habitude, il y a un risque d'augmentation de la créatinine avec IEC. Là, il y a moins 3 versus 4,5 de façon significative. Il y a moins d'augmentation de la créate. Ça nous intéresse, puisqu'on a une des peurs qu'on a avec les IEC, c'est cette élévation de la créatinine. Donc ça, c'est rassurant. Pareil pour les hyperkaliémies. Vous voyez, les hyperkaliémies plus que 6, eh bien, il y en a moins du côté du LCZ, 4,3 par rapport à 5,6. C'est significatif. Donc un peu plus d'hypotension à surveiller. Par contre, il y a moins d'insuffisance rénale sévère, moins d'hypercalémie, en plus de tout le bénéfice sur la mortalité. Et puis, il y a moins de tout aussi qu'avec les IEC. Dans l'article sur les plus de 75 ans, vous voyez qu'a été publié l'effet de l'âge sur notamment l'hypotension. Et ça, c'est plutôt rassurant. Ce n'est pas les plus vieux qui font le plus d'hypotension avec le LCZ. Il n'y a pas d'effet âge. Vous voyez que le petit P est non significatif. Les jeunes font des hypotensions, les vieux font des hypotensions, mais ce n'est pas les plus de 75 ans qui font toutes les hypotensions. Donc ça, c'est quand même plutôt rassurant pour la prise en charge. Alors l'avenir sur la fraction d'éjection préservée, puisque pour l'instant, vous avez vu, on a bêta-bloquant et puis traitement antihypertenseur, il y a eu des études avec le LCZ qui sont aussi intéressantes. C'est des études préliminaires, s'appellent Paramount. Donc ils ont évalué le BNP dont Joël nous a parlé. Dans le groupe LCZ comparé à du valsartan cette fois, vous voyez, vous avez une diminution significative du BNP chez des patients qui ont cette insuffisance cardiaque, fraction d'éjection préservée. On regarde la taille de l'oreillette, vous avez aussi une diminution de la dilatation de la taille de l'oreillette. Et sur les symptômes, vous avez juste à la limite de la significativité, mais il n'y a pas beaucoup de patients, une amélioration des symptômes. Donc on a l'impression qu'il y a l'air d'avoir un effet positif sur ce type d'insuffisance cardiaque, fraction d'éjection préservée. Et donc, il y a une étude qui est en route, qui s'appelle l'étude Paragon, où chez ces patients avec FE préservé, va être comparé. Donc là, comme comparateur, ils ont pris le valsartan, le LCZ, et donc cette étude est actuellement en route en France. Il y a certains centres de gériatrie, comme chez le professeur Claude Jandel, ou chez moi, où on a commencé à screener des patients. Ça, Joël, tu l'as montré sur les médicaments qu'il faut éviter. Il faut vraiment faire attention à ça. Vous avez un patient insuffisant cardiaque, regardez s'il a de la flécaïne. Il faut arrêter. La flécaïne, il y a une augmentation de mortalité chez les insuffisants cardiaques par rapport à du placebo. Donc si vous laissez flécaïne à votre patient, il court un surrisque. Les AINS, on en a suffisamment parlé dans la matinée, absolument interdit avec IEC de mettre un AINS. Pour finir, le suivi. Joël, tu en as parlé, c'est vrai que le suivi est très important. Il vaut mieux traiter un petit peu avant de faire l'OAP, la décompensation. Un bon moyen, c'est regarder le poids. Si on pèse le patient une fois, voire 2 fois par semaine, s'il prend plus de 2 kg, vous doublez la dose de Lasix pendant 3 jours. Il était à 40, vous passez à 80, ou il n'en avait pas, vous lui mettez du Lasix, parce qu'il n'y a pas de raison de prendre du poids sur une semaine. La pression artérielle, elle doit être inférieure à 150 chez les gens de plus de 80 ans. Il faut vérifier qu'il n'y ait pas d'hypotension orthostatique. La fréquence cardiaque doit être inférieure à 70. Tant qu'ils sont supérieurs à 70, il faut majorer le bêta-bloquant ou rajouter de l'ivabradine s'il est en rythme sinusal. Surveiller la créatinine. Alors on dit qu'il y a une petite formule. Vous voyez, on prend la clairance, on la divise par 10 et on a comme ça tous les combien de mois je dois la faire. Clairance à 40, je fais tous les 4 mois.
qui rend ça 20, je fais tous les 2 mois, pas les 20 mois. Et puis chaque fois que le patient fait un épisode aigu, il fait une fièvre, on dose la créate pour être certain qu'il n'y a pas d'insuffisance rénale. Toute la surveillance gériatrique est importante. Donc, clairement, il y a un traitement qui est bien codifié, IEC bêta-bloquant. On s'aperçoit quand on fait des enquêtes en gériatrie, on peut faire mieux. Donc si déjà vous retenez juste ce truc-là en ressortant du congrès qu'il faut donner un peu plus de bêta-bloquant IEC, vous allez faire du bien à vos patients. Ensuite, vous avez vu qu'il y a un nouveau médicament qui va arriver, qui s'appelle donc Entresto, qui va bientôt arriver en France, et qui fait mieux que l'IEC. Donc on va avoir probablement, il va y avoir tout un changement. La référence ne sera plus l'IEC, mais sera le LCZ. Pour la science cardiaque à fraction d'éjection préservée, on attend les résultats de l'étude Paragon, mais là, l'étude vient seulement de commencer. Je vous remercie.